Bonjour docteur Fruité et ravi de vous accueillir sur cette session de formation qui sera proposée aux établissements qui ont suivi le parcours formation action en Occitanie. On a souhaité aujourd'hui vous interroger puisqu'on a pas mal de questions des professionnels de terrain sur les troubles du comportement et on a identifié un certain nombre de questions. Une des premières question qu'on a, c'est quelles sont aujourd'hui les prises en compte des épisodes dépressifs chez l'adolescent et le jeune adulte, notamment dans les périodes de transition. Alors, une question importante puisque le propre de la dépression, c'est qu'elle est souvent à bas bruit. C'est-à-dire que finalement, elle se traduit d'abord généralement par une baisse d'activité, une baisse d'intérêt et quelque chose plutôt d'une situation de repli. Donc c'est pas quelque chose qui fait forcément problème, qui n'est pas forcément repérable. Alors si on parle de transition, bon, les choses sont un peu particulières. On va partir sur un élément, on pourrait dire standard, hein, dans une institution, dans une structure. Ce qui va être intéressant, c'est de repérer le changement. Le changement avec un avant et un après. Le souci dans les épilepsies sévères, c'est que finalement, il y a un mode de communication qui est souvent altéré et qui n'est pas simple. Ce qui fait que le jeune ne va pas forcément pouvoir s'exprimer et exprimer notamment sa souffrance. Parce que le propre de la dépression, c'est d'une part le repli, ce qu'on appelle l'inhibition, et puis en même temps la souffrance. Or la souffrance, elle n'est pas forcément repérable si le jeune n'en parle pas. Ça va se retrouver dans un certain nombre d'éléments de petits faits. Ce qui fait que autant l'agressivité, dont on parlera ensuite, est repérée par les équipes, autant le côté éteint de souffrance, de repli, n'est pas forcément repéré. Et ensuite se pose la question qui est essentielle, comment permettre aux jeunes de pouvoir exprimer cette souffrance? Or, comme pour tous les adolescents et même les jeunes adultes, même ensuite, c'est une question de confiance. Il faut que les meilleures personnes, les mieux placées en tout cas, pour pouvoir intervenir et entendre cette souffrance, ce sont des proches. Des proches avec qui il est en situation de confiance. Et donc, du coup, ça pose la question du lien avec un certain nombre de professionnels et puis de la famille. Et la famille est souvent un élément essentiel dans le repérage des changements de comportement, d'attitude. Alors, un autre élément qui peut éventuellement aider, c'est l'apparition des troubles du sommeil. Chez un jeune, tout d'un coup, il y a un changement au niveau de son sommeil, des réveils nocturnes, des difficultés d'endormissement, ou réveil précoce, ou paradoxalement, un jeune qui dort beaucoup plus, qui est beaucoup plus en retrait. Ça sont les symptômes qui permettent de repérer, je dirais, des éléments dépressifs chez des jeunes qui ne sont pas scolarisés au niveau standard, ce qui est le cas des épilepsies graves. Donc ça nécessite un repérage de tous ces petits symptômes qui, alignés les uns avec l'autre, fait suspecter quelque chose d'un état dépressif. Alors une des choses compliquées, c'est que la plupart aussi des jeunes qui sont confrontés à cette maladie ont des états dépressifs larvés, ou en tout cas des éléments comme ça qui font penser à des états dépressifs. Voilà, donc ça pose aussi la question de ce repérage-là, qui est vraiment, il faut avoir en tête que c'est une souffrance. Une souffrance qui est parfois extrêmement violente. Et l'essentiel de l'accompagnement, ça va être la façon dont le jeune va pouvoir confier cette souffrance. Donc c'est un enjeu de parole ou d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il va falloir, au lieu, le risque, c'est d'abandonner ces jeunes, parce qu'effectivement, comme ils ne posent pas de problème, eh ben, on va pas s'en occuper de façon privilégiée, puisqu'il y en a d'autres qui occupent, je dirais, l'essentiel des soignants, parce que leurs troubles sont tellement prégnants qu'il faut s'occuper d'eux. Donc le risque, c'est qu'ils soient isolés et qu'on les laisse justement dans cet isolement. Il faut aller les chercher. Il faut les chercher d'autant plus que dans l'état dépressif, les personnes ne vont pas être en demande. Donc il faut aller les chercher, il faut aller à leur rencontre. Donc ça, c'est l'élément. Est-ce qu'il y a des âges dans les... Oui, oui, je t'écoute. Pardon, Non, excusez-moi, vas-y. docteur Fruité. Dans l'épilepsie, est-ce qu'il y a des âges un peu, alors il y a on a déjà répété dans cette formation qu'il y avait plusieurs formes d'épilepsie et que chaque situation était singulière finalement. Mais est-ce qu'il y a des tranches d'âge un peu charnières, j'ai envie de dire même critiques où on doit être plus vigilant à ça? Alors, globalement, chez les enfants, les états dépressifs prennent des visages un peu différents.
Mais l'essentiel des états dépressifs ont lieu souvent au moment de la puberté, au moment des transformations pubertes, donc à partir, on pourrait dire, de 12-16 ans. Hein. Donc c'est des moments de transition extrêmement complexes, notamment pour des jeunes qui ont des troubles de la relation, comme c'est souvent le cas dans l'épilepsie. Parce que du coup, le jeune assiste à sa métamorphose, à sa transformation, qui le chamboule beaucoup, mais ça c'est pour tous les jeunes. Mais pour un certain nombre de jeunes qui sont assez isolés, cette différence entre ce qui était son corps avant et après, et la différence avec les autres vient véritablement devenir gigantesque. Hein, et il a le sentiment qu'effectivement il est très différent des autres, et donc se relie difficilement aux autres. Donc cette période-là est une période importante, en sachant que les éléments dépressifs peuvent être de nature et d'intensité très variable. Hein. Beaucoup d'adolescents ont des symptômes dépressifs, hein, mais c'est pas pour autant que les choses sont vraiment très, très préoccupantes. Voilà. Donc cette période-là, après tout ce qui est changement de mode de vie, de lieu de vie, entraîne une nécessité d'adaptation. Et cette adaptation peut être source de difficultés importantes et donc d'un mouvement dépressif. Il faut entendre la dépression plus comme un mouvement défensif, voyez, que comme une pathologie en elle-même. Et parfois, des mouvements dépressifs sont aussi très intéressants parce que ça permet à la personne justement de travailler dans une transformation à partir du moment où elle est accompagnée. Donc, docteur Fouettet, au niveau des traitements, est-ce qu'il y a des choses à connaître et comprendre qui pourraient nous éclairer également? La dépression, quand elle est repérée, inquiète souvent la famille, légitimement, et les personnes qui s'occupent de cet adolescent ou de jeune adulte, avec toujours en tête les risques de tentative de suicide ou de suicide. Hein, donc c'est objet de beaucoup d'inquiétudes. Voilà. Alors, effectivement, il peut y avoir des abords médicamenteux, mais qui sont contre-indiqués chez les enfants. Hein, il n'y a qu'un seul antidépresseur qui est autorisé chez les enfants, et encore. Sauf que maintenant, ça devient un peu une habitude, un certain nombre de psychiatres de traiter par des antidépresseurs. Dans mon expérience, l'intérêt chez les adolescents est extrêmement, extrêmement minime. Il y a très peu d'indications. Surtout pour des enfants ou adolescents qui sont déjà au niveau médicamenteux, qui ont de nombreux médicaments. Donc, l'essentiel chez les adolescents ou les jeunes adultes, c'est l'accompagnement humain. Voilà. C'est la présence des humains autour d'eux, des éducateurs, de rassurer la famille suffisamment et d'avoir ce regard, je dirais, empathique et ce regard justement de reconnaissance des difficultés, hein, de la souffrance et surtout de permettre à ces jeunes de trouver de nouveaux appuis, on pourrait dire. Hein, c'est-à-dire que finalement, il faut les réintéresser à vivre. Voilà, il faut essayer de voir avec eux comment on peut trouver des moments d'échange, des moments qui peuvent être différents, des activités, des moments de parole, des moments de présence simplement, et d'écoute, qui fait que ces jeunes peuvent utiliser cette période-là, qui est une période en même temps de transformation. La dépression, c'est aussi un mouvement de transformation, pour advenir autrement. Donc on pourrait dire que c'est aussi une chance pour permettre à ces jeunes d'accéder à un nouveau temps de vie. Effectivement, on entend beaucoup parler de comportement problème ou défi. Quelle compréhension on peut en avoir? Qu'est-ce qu'on doit retenir, comprendre pour prendre en compte ces comportements problèmes ou défis d'un point de vue psychiatrique? Alors, à partir du moment où on parle de point de vue psychiatrique, les choses sont un petit peu biaisées. C'est-à-dire qu'on a souvent en tête l'appel d'un professionnel, psychologue, pédopsychiatre ou psychiatre, ce qui est souvent tout à fait intéressant. Mais c'est pas forcément lui qui va, je dirais, intervenir en direct. Tout ce qui est comportement problème, c'est-à-dire, en gros, c'est quand même des éléments d'agressivité, soit du jeune ou de l'adulte sur lui-même, soit sur l'environnement. Ou alors des troubles du comportement qui foutent le chambard de partout. Voilà, donc c'est bruyant. C'est bruyant, on ne peut pas passer à côté, et surtout ça met à mal la famille, mais aussi des équipes qui s'occupent de ces jeunes.
Donc la souffrance, elle est cette fois beaucoup du côté de l'environnement, beaucoup plus que de l'enfant ou de l'adolescent ou de l'adulte en direct. Même si ça traduit, effectivement, chez cette personne, une situation de mal-être. Mais il exprime bruyamment. Et cette agressivité va, en jeu de miroir, retourner beaucoup d'agressivité de l'environnement sur ce jeune. Et ça, ce retour en miroir peut être très destructeur et on peut arriver dans une voie d'escalade, de part et d'autre. Donc la première chose, c'est de retrouver la causalité. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, s'il y a tout d'un coup, un changement de comportement et que ce jeune se retrouve à exprimer des comportements qui perturbent énormément son rapport avec les autres. Voilà. Et il y a toujours des éléments de causalité. Pas forcément facilement repérables, mais le premier travail, c'est ce repérage. Qu'est-ce qui a changé dans les attitudes des uns des autres? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie quotidienne de ce jeune? Qu'est-ce qui s'est passé dans les changements, mettons, au niveau de la famille? Est-ce qu'il y a eu des événements particuliers? Est-ce qu'au niveau de l'institution, il y a eu un changement, mettons, d'éducateur référent? Donc, la première chose à faire, c'est ce repérage de tout ce qui est changement ou de projet ou d'absence de projet. Ça peut être aussi un élément amoureux qui se passe mal ou une situation de conflit avec un père, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément essentiel. Et on ne pourra, je dirais, permettre à l'institution ou aux parents d'avancer de façon supportive que si on arrive à repérer ces éléments-là. Donc parfois, et puis ça peut être aussi un élément de changement au niveau de l'épilepsie, c'est-à-dire une phase évolutive qui s'aggrave ou un changement de traitement. Donc tous ces éléments-là sont extrêmement importants à prendre en compte. Et finalement, donc là, on comprend bien au travers de ce que vous nous exposez un petit peu qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte et qu'est-ce qui est propre à l'épilepsie. Parce que là, quand on vous entend, on se dit bah oui, finalement, ok. Et est-ce qu'il y a des choses vraiment qui sont très attenantes ou très accrochées à la maladie alors après, il y a maladie épileptique et maladie épileptique, mais si on est dans l'épilepsie grave, un des éléments, c'est la qualité de communication entre ce sujet épileptique et l'environnement. Il y a souvent des problèmes de communication importants. Voilà. Donc ça, c'est la pierre angulaire. Est-ce qu'on arrive à communiquer correctement? Est-ce qu'on arrive à comprendre ce que ce jeune veut? Et que ce jeune est en train de changer, donc il modifie son rapport au monde. Est-ce qu'on arrive à comprendre que lui a envie de changer et que nous, on est plus du tout en adéquation comme on pouvait l'être auparavant? Donc c'est un souci de communication. Et ça, dans les épilepsies graves, on le voit, c'est vraiment parfois très compliqué de rentrer en communication. Et donc là, il faut utiliser tout le champ de la communication non verbale, notamment. Et ça, c'est très important que les gens puissent avoir accès, parce que si on a le sentiment qu'on n'arrive pas à communiquer, que le jeune a le sentiment qu'il n'arrive pas à se faire comprendre, les choses ne pourront qu'empirer. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que l'épilepsie, au moment de l'adolescence, il y a souvent des modifications de la maladie épileptique et qu'il y a un lien important à faire avec les neurologues qui s'occupent du traitement et parfois devoir refaire des bilans complets pour évaluer l'évolution de l'épilepsie et notamment des médicaments. Ça, c'est le deuxième élément. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec la maladie épileptique, puisque c'est une maladie qui, en même temps, va venir impacter la relation avec le monde extérieur et impacter aussi le rapport du jeune avec son fonctionnement intérieur. Parce qu'au moment de l'adolescence, beaucoup d'adolescents épileptiques réalisent autrement un rapport autre à leur maladie épileptique. Voilà. Et donc ça nécessite un accompagnement qui, là, je pense, nécessite souvent, pas toujours, mais souvent, un accompagnement psychologique. C'est-à-dire que le fait de pouvoir parler, que le jeune puisse parler ou communiquer autour de ce qu'il ressent dans son corps, dans sa tête, dans son fonctionnement, est particulièrement adéquat au moment de l'adolescence. Alors, on enchaîne sur juste un petit truc en plus. Alors, au niveau de l'accompagnement spécialisé, on peut dire par rapport à l'épilepsie, oui, allez-y. Toute forme de thérapie peut être adéquate. On parle beaucoup des thérapies cognitives comportementales. Bon, elles sont efficaces, mais on peut aussi parler d'un abord qui est beaucoup plus centré sur l'écoute. Tout à fait.
Hein, c'est une écoute qui est non directive et qui permet aux jeunes adolescents de pouvoir parler en fonction de ce qui leur vient, donc c'est une écoute beaucoup plus analytique, qui fonctionne très 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 bien avec les adolescents. Mais ça peut être aussi des thérapies où le corps est vraiment objet de soin, ce qui est pour des jeunes épileptiques aussi quelque chose d'intéressant. Puisque le moment de l'adolescence, c'est un changement au niveau du corps et au niveau des éléments justement d'investissement du corps. Et le fait d'avoir des thérapeutes qui s'occupent du corps, qui prennent en compte la dimension corporelle, peut être tout à fait intéressante. Justement, je rebondis sur les propos. Vous avez parlé de thérapie cognitive et comportementale, et on a voilà, il y a pas mal de professionnels qui s'interrogent sur l'intérêt de ces thérapies cognitives et comportementales pour les enfants et les adolescents présentant une épilepsie sévère avec troubles du comportement. Est-ce que vous avez plus Alors, d'éléments moi, je ne suis pas un spécialiste de thérapie à nous cognitive donner sur ces comportementale, mais thérapies un des cognitives et intérêts qu'on peut comportementales? avoir, c'est pas tellement pour le jeune, mais pour l'entourage. C'est-à-dire que l'intérêt des thérapies comportementales, ça permet éventuellement de permettre aux gens qui sont proches de ces adolescents, jeunes adultes, de prendre en compte un certain nombre d'éléments de la réalité quotidienne de ces jeunes. C'est-à-dire que finalement, c'est une façon de donner des outils aux gens qui sont là et de leur permettre d'attirer leur attention sur un certain nombre d'éléments. Voilà. Donc pour moi, et puis en même temps, pour les jeunes, ça leur permet de se réassurer sur un certain nombre d'éléments sur lesquels ils peuvent avoir des prises. Mais les deux sont très complémentaires. C'est-à-dire qu'il faut en même temps qu'il y ait une écoute qui soit non dirigée, on pourrait dire, qui soit beaucoup plus large et empathique, et en même temps des conseils, je dirais, très pratiques au sens de sur quoi ces jeunes peuvent s'appuyer actuellement. Parce qu'ils ont souvent le sentiment qu'ils sont hors monde et qu'ils sont pris dans une monde bulle, on pourrait dire, et que finalement le monde ne s'intéresse plus à eux et eux ne s'intéressent plus au monde. Donc c'est comme s'il fallait qu'on les aide à faire, comme s'il y avait un passage, voyez, et que dans toute période comme ça de passage, il faut qu'il y ait un certain nombre de rituels, comment justement on va organiser sa journée, sur quoi on va s'appuyer, sur qui on va rencontrer. Donc ça sont des éléments en même temps de réassurance et en même temps d'appui pour advenir autrement. On peut quand même discuter quelques minutes autour de ce qui est nommé souvent la culpabilité des parents et des professionnels du secteur médico-social qui se demandent finalement, mais qui se sentent assez désemparés et qui se disent mais comment on peut avoir un peu d'éclairage pour savoir quelles ressources pourraient être mobilisées par rapport à cette culpabilité des parents en ce qui concerne l'épilepsie. Bon, alors, c'est une question essentielle qui se pose tout au long de la vie d'une personne épileptique. Et ça se joue dès l'annonce de l'épilepsie et de l'importance de l'épilepsie, puisqu'il y a plein d'épilepsies qui sont très, très bien maîtrisées sur le plan médical et qui évoluent de façon tout à fait favorable. En plus, il y a quand même des maladies épileptiques qui sont limitées dans le temps et dont un certain nombre de jeunes peuvent sortir. Donc là, on est dans un cadre très différent puisqu'on est dans des maladies épileptiques sévères. C'est-à-dire, sévère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les traitements médicamenteux ne fonctionnent pas forcément suffisamment, ou en tout cas comme on aimerait. Donc du coup, la maladie est présente. Dans ces formes-là, il y a des variations de la maladie épileptique. Et ça, les neurospécialistes d'épilepsie peuvent le dire. C'est-à-dire que c'est une maladie, on pourrait dire, qui est difficilement contrôlable et qui varie avec le temps. Quand il y a des variations dans le temps, les gens se questionnent souvent sur leur part de responsabilité. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'on a mal fait pour tout d'un coup ça flambe, tout d'un coup il y a une crise. Alors ça c'est le propre des humains, on fonctionne par crise, par période de crise, avec des moments de bien puis des moments de crise, mais les crises c'est des moments de transformation. C'est comme pour la société. Une crise ça doit permettre de trouver un certain nombre de solutions de réaménagement. Voilà. Donc la première chose je crois par rapport aux parents, c'est de pouvoir dire qu'on est dans une période compliquée, ça crise, mais du coup, on va pouvoir revoir un certain nombre de choses. On va pouvoir modifier un certain nombre de choses. Et puis, on va essayer de trouver quelque chose dans lequel l'adolescent, le jeune adulte, va trouver un nouvel espoir de vivre. Et ça, on le retrouve chez un certain nombre de parents où, tant que les enfants sont petits, il y a une dynamique évolutive. C'est-à-dire qu'on a toujours l'espoir que la maladie va modifier, va se transformer, et que tout d'un coup ça va aller mieux.
Et puis quand on arrive vers l'âge adulte, tout d'un coup, c'est un peu différent. Parce qu'il n'y a plus ce changement au niveau du corps. Hein. L'enfant grandit, hein, il change beaucoup très vite. Et puis quand on devient adulte, eh ben, les transformations sont différentes. Tout d'un coup, il y a un autre espace qui s'ouvre pour les parents. Finalement, qu'est-ce que va devenir cet adulte? Pourquoi j'ai fait cet enfant? Quel est son avenir? Tant que l'enfant est quand même très souvent intégré beaucoup plus que le jeune adulte. Il est dans des liens sociaux, il va à l'école, qu'on aménage, ainsi de suite. Mais quand il est adulte, tout d'un coup, la question du placement spécialisé est très, très forte. Mais alors, quel avenir? Ça veut dire quoi d'avoir un enfant qui, tout d'un coup, sera comme ça, dans un lieu très séparé des autres enfants, enfin des adolescents ou adultes? Voilà. Donc, en tout cas, il y a à nouveau une question qui surgit très fortement pour les familles. Et là, ce qu'il va falloir faire pour accompagner ces familles, c'est pas tellement au niveau de la culpabilité, mais c'est quelle perspective on a. Surtout que les parents vieillissent, et la grande question qui se pose, c'est que va-t-il devenir quand nous ne serons plus là? Qui va s'occuper d'eux et comment? Donc, quel champ on peut ouvrir pour l'avenir? Et c'est en même temps une période, normalement, d'autonomisation, de sortie de la maison. Et on voit un certain nombre d'épilepsies graves qui ne sortent jamais de la maison, qui ne sortent plus du tout de la maison, alors qu'ils sortaient adolescents ou enfants, et tout d'un coup, adultes, les institutions se ferment. Elles se ferment pourquoi? Parce que on a des troubles du comportement, on a un certain nombre d'éléments qui font que la prise en charge de ces jeunes adultes devient beaucoup plus compliquée. Et que se pose la question pour les familles, finalement, est-ce qu'on est les seuls à pouvoir s'occuper de cet enfant, de notre enfant? Et est-ce qu'on peut le confier à d'autres adultes? Vous voyez, c'est comme si la question de l'enfance revenait à ce moment-là, et avec le risque pour un certain nombre de familles de se replier sur et avec leur enfant, qui est devenu un jeune adulte. Et avec des conflits importants avec les structures d'accueil, qui ne sont pas forcément justifiés, hein, mais en tout cas, comme il y a des troubles qui apparaissent, on peut toujours dire, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est le deuxième élément par rapport à la culpabilité. La culpabilité, soit on la ressent pour soi, soit éventuellement, il y a des éléments projectifs qui fait que ça va être l'autre qui va être responsable. C'est pas nous on fait bien, on connaît, on sait tout ce qu'il faut faire, mais les autres ne font pas ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les conflits entre les familles et les structures d'accueil. C'est des mouvements projectifs qui sont d'ailleurs souvent dans les deux sens. Parfois, c'est les institutions qui disent, mais les parents, ils ont un fonctionnement complètement inadéquat avec ce jeune, il n'y a aucune autonomie, et ainsi de suite. Donc, on est dans des jeux de miroir et des jeux de projection. Et là, c'est extrêmement important d'avoir une analyse de pratique avec des professionnels extérieurs aux établissements, ou qui peuvent être dans les établissements, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et plus il y a de culpabilité, plus ça va être compliqué à travailler. Parce que quand il y a beaucoup de culpabilité, tout va être réinterprété en fonction de cette culpabilité. C'est-à-dire tout ce que vous allez me dire, c'est un reproche. Tout ce que vous êtes en train d'essayer de me faire comprendre, finalement, c'est un reproche. Donc il va falloir, pour les professionnels, d'être extrêmement attentifs à tout ce qui va pouvoir être dit. Parce qu'il faut avoir en tête que tout va être réinterprété puissance 1000 en fonction de la culpabilité. Pour conclure, j'aurais envie de encore une fois rebondir sur vos propos. Vous parlez d'avenir, effectivement. Je vous avais assez bien traduit la question qu'est-ce qu'on va faire de notre enfant quand il va grandir, qui va s'en occuper, etc. Et on voit bien au travers de vos propos l'intérêt, je vais le dire comme ça, de préserver l'autonomie de l'enfant, enfin de l'adolescent, du jeune adulte et de la personne. Pour préserver cette autonomie-là, au regard de tous les éléments sur lesquels vous avez pu nous éclairer, sur les troubles du comportement, les comportements des filles, etc. Finalement, en tant que professionnel médico-social, si on avait quelque chose à retenir en termes d'appui, ça serait quoi? Sur quoi peut-on s'appuyer au regard des éléments que vous nous avez donnés pour tenter, pour préserver l'autonomie de la personne? Niveau. Premier niveau, je pense, pour les professionnels au niveau des centres d'accueil et des structures d'accueil médico-sociales, souvent, c'est toujours d'avoir en tête une perspective. Même si l'évolution s'aggrave, il faut absolument réorganiser nos façons de penser pour dire que ce jeune a droit de vivre et ce jeune peut avoir du plaisir dans sa vie au quotidien. Je crois que tant qu'on est dans une dynamique
de partage et de sentiment qu'il y a des moments d'échange, des moments de plaisir, des moments de gratitude. C'est absolument essentiel, et pour les équipes et pour les jeunes. Donc ça, c'est le travail qu'il y a à faire au sein des établissements, dans les équipes. C'est souvent des prises en charge qui sont très lourdes, avec des gens qui sont aussi très affectés par tout ce qu'ils ressentent dans ce qui se passe pour ces jeunes adultes. Donc il y a un travail de soutien, de métabolisation de cette souffrance pour qu'on puisse repartir avec un élan de vie. Voilà. Ça, je crois que c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est comment on gère les relations avec la famille. Et que souvent, on ne prend pas en compte à quel point ce travail est délicat et complexe. Donc c'est un travail qui doit être repris en analyse de pratique au sein des institutions. Qui c'est qui parle avec la famille, qu'est-ce qu'on rend, qu'est-ce qu'on fait comme circuler, comme carnet de liaison, sur quoi on va s'appuyer, sur quoi on va renvoyer, qu'est-ce qu'on va renvoyer, comment on accepte de prendre un certain nombre de choses en compte dans le fait de changer, et de ne pas être dans une différenciation d'espace, c'est nous qui commandons chez nous, les parents rien à faire là, etc. Donc je crois que ça c'est le deuxième élément important. Et puis après, quand ça devient vraiment compliqué, il faut faire appel à des tiers extérieurs. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent, éventuellement Fares ou d'autres structures spécialisées, qui ont une connaissance de l'épilepsie, qui viennent en appui pour essayer de redonner une communication possible. C'est-à-dire que finalement on puisse se reparler. Et souvent on n'arrive plus à se parler. Voilà. Et donc là, il faut des éléments tiers qui ne viennent pas faire à la place d'eux, mais qui viennent aider les uns les autres à se remettre en situation de dialogue.